Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Question d'actu spéciale Maydays. L'actualité aujourd'hui sur notre continent, c'est ce coup d'État en Guinée-Bissau. C'est aussi l'intégration africaine à travers cette initiative Afrique-Atlantique, sujet largement débattu lors de ces Maydays et que j'aurai le plaisir et le privilège aussi d'analyser avec mes invités distingués qui se sont joints à moi dans ce studio aménagé à l'occasion. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Cheikh Tidiane Gadio, président de l'Institut panafricain des stratégies paix et sécurité au Sénégal et également ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais. Monsieur Tidiane Gadio, merci beaucoup de vous joindre à nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Et un plaisir aussi renouvelé de poser quelques questions à l'ancien ministre des Affaires étrangères de Cap-Vert, Luis Felipe Lopez Tavares. Un plaisir renouvelé de vous accueillir sur le plateau de Médian TV. Bonjour également, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, l'actualité, messieurs, c'est ce coup d'État en Guinée-Bissau. Hier, ce que l'on sait, c'est que les militaires ont annoncé avoir pris le contrôle total du pays. Les frontières sont également fermées. Toutes les frontières sont également fermées. Mais il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs, ce n'est pas une première, c'est le 5e coup d'État depuis l'indépendance du pays. D'abord, un commentaire, cher Tidiane Gadio, sur la situation aujourd'hui en Guinée-Bissau, alors que le pays s'apprêtait à exercer la démocratie, n'est-ce pas, à travers ces élections. Voilà, en tout cas, merci pour cette opportunité de parler d'un pays qui nous est cher tous les deux. Vous vous rappelez que le Cap-Vert et la Guinée-Bissau étaient quasiment un seul pays. En tout cas, ils ont lutté ensemble pour leur indépendance avec les mêmes leaders et la même volonté, la même espérance. Le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Gambie, on considère que nous sommes quasiment le même pays, et avec le Cap-Vert bien entendu. Donc tout ce qui se passe au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, en Gambie, au Sénégal, ça fait mal aux autres, comme ça fait mal par solidarité africaine aux Marocains, aux amis et aux autres compatriotes du continent africain. Alors, moi, ce qui me désole, ce qui m'attriste au plus profond de moi-même, c'est que ce qu'on avait cru être réglé en Afrique, la question des changements anticonstitutionnels, la question des militaires qui font irruption dans l'espace politique pour prendre le pouvoir, je ne me souviens pas que nos militaires, dans leur formation, qu'on leur apprenne la science politique, la gouvernance d'un État, etc., eux-mêmes se sont donnés comme la vocation la plus noble qui soit, être prêts à donner sa vie pour défendre son pays, défendre son territoire. Alors, si ceux qui doivent nous défendre vont dans les palais et les ministères, qui va défendre nos pays? Donc, il y a un problème de compréhension. On avait cru que les coups d'État s'étaient éradiqués. Nous étions les champions, toutes catégories des coups d'État dans le monde. L'Union africaine, toutes nos institutions ont interdit les coups d'État. On mettait en quarantaine les dirigeants qui ont fait des coups d'État, on ne les accepte pas dans nos instances, etc. On a connu une accalmie, maintenant c'est revenu. Vous avez 5 à 6 coups d'État maintenant dans le continent. Celui de la Guinée-Bissau est toujours en cours, parce qu'il y a quand même des points d'interrogation. C'est la première fois que je vois des militaires prendre le pouvoir et ne pas parler de prise de pouvoir. Ils disent qu'ils contrôlent tout le territoire, la totalité du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on se pose des questions. Ils arrêtent un président, oui. Il lui laisse son téléphone, il fait des interviews à Jeune Afrique, à beaucoup de médias, il s'entretient librement avec, etc. Ce qui fait que ça crée un doute sur qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que tout ce qui s'est passé, ce n'était pas un manège pour éviter que les résultats soient proclamés aujourd'hui et qu'ils ne soient pas favorables à l'ancien régime? D'autant plus que l'opposant a été, le principal opposant a été arrêté. Alors, lui, il a été arrêté, mais avant ça, le candidat aussi, qui disait qu'il avait gagné, a été arrêté. Oui. Le principal parti qu'il a soutenu et qui est la force politique principale en Guinée, le dirigeant aussi a été arrêté. Ça donne une terrible image de l'Afrique. L'Afrique a d'autres priorités. Il y a la crise du Sahel, des milliers de morts. Il y a la crise du Soudan, des milliers de morts, des femmes violées, des enfants brûlés, massacrés. Il y a la RDC, l'Est du Congo. L'Afrique souffre, l'Afrique gémit. Est-ce que nos dirigeants l'ont compris pour arrêter les batailles du pouvoir au sommet? C'est ça leur priorité, ce n'est pas nos priorités, nous les peuples africains. Un commentaire
Luis Felipe Tavares, est-ce que vous, de la perspective capverdienne, vous voyez un impact ou un effet domino aussi de cette série de coups d'État, notamment en Afrique de l'Ouest? Permettez-moi tout d'abord de dire juste un mot sur la résolution 2797 du Conseil de sécurité pour féliciter Sa Majesté, que Dieu l'assiste et le glorifie pour cette belle victoire diplomatique. Je pense que c'est la plus belle victoire diplomatique pour tous les Marocains. Ceci dit, je voudrais vous dire à propos de votre question la chose suivante. Bon, c'est vrai que nous ne disposons pas de beaucoup d'informations. Moi, j'ai lu hier ce que la presse a publié, Jeune Afrique, RFI, la presse lusophone aussi, la presse de mon pays. Et ce que je peux vous dire en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères de mon pays, un pays frère de la Guinée-Bissau, c'est que ça m'attriste aussi. C'est vraiment regrettable. L'Afrique de l'Ouest vit un moment très particulier de son histoire, avec des coups d'État partout. Il reste des pays comme le Sénégal, le Cap-Vert, le Ghana et quelques autres, la Côte d'Ivoire, qui s'en sortent plutôt bien. Le Cap-Vert est un havre de paix et de tranquillité, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Et nous avons une histoire commune avec la Guinée-Bissau. Ça nous attriste énormément parce que quand on voit 50 ans d'indépendance, le Cap-Vert a fait des progrès remarquables concernant la démocratie, les libertés, les droits de l'homme, le développement. On dit que fait partie des 3 pays les plus démocratiques de l'Afrique, très bien placé dans le rang des démocraties au niveau mondial. Je crois qu'on est à la 26e ou 27e place, devant beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs, européens et autres. Et nous regrettons vraiment profondément ce qui se passe en Guinée-Bissau. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé réellement. Nous attendons de voir les prochains jours, les prochaines semaines pour essayer de voir plus clair sur ce qui s'est réellement passé. Quel impact, selon vous, sur l'intégration régionale? La CEDEAO a pris un coup. Vous savez, la CEDEAO vit des moments très difficiles avec la sortie des 3 pays que nous connaissons. Avec des crises en Guinée-Conakry, des situations très compliquées dans d'autres pays. Et là, avec un coup d'État en plus, ça pose un problème de crédibilité institutionnelle pour la CEDEAO, mais aussi pour l'Union africaine. Hein. Mon collègue vient de parler tout à l'heure des crises au Soudan, des crises un peu partout en Afrique, en RDC, avec des milliers de morts, des enfants et des femmes massacrées partout, violées. Tout cela est inadmissible aujourd'hui. On est au XXIe siècle, on s'entretue entre nous en Afrique. C'est vraiment regrettable. Et j'espère que l'ordre constitutionnel sera vraiment rétabli en Guinée et ailleurs. Mais c'est vraiment très triste ce que nous assistons aujourd'hui. Cher Tidiane Gadio, M. Tavares évoquait à l'instant la CEDEAO. Il y a aujourd'hui aussi des alternatives, on va dire, qui se créent à travers une proximité, un point commun géographique, c'est l'Atlantique. Ce sont ces 23 pays sur la façade atlantique, ces 23 pays africains. Quel est le rôle spécifique du Sénégal, qui est aussi un havre de paix, n'est-ce pas, dans la région, et aussi exceptionnel et vraiment fondamentalement ancré dans l'exercice démocratique? Quel rôle peut jouer le Sénégal dans l'architecture atlantique impulsée par le Royaume du Maroc sous l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour sécuriser d'abord les routes maritimes, fluidifier ces corridors logistiques et dynamiser les échanges intra-africains? Je voudrais d'abord partager l'hommage et les félicitations adressées au Maroc par mon frère. Il a tout à fait raison. Sur beaucoup de questions et beaucoup de points, on ne le dit pas parce qu'on est au Maroc. Moi, je le dis plus quand je ne suis pas au Maroc. C'est que le Maroc est un modèle, est un exemple pour les autres pays d'Afrique. Moi, je le dis dans des conférences, les gens se fâchent un peu, mais personne ne m'a encore porté la contradiction. 65 ans d'indépendance ou 50 ans d'indépendance, je disais 0 pays africain émergent. Ce qui prouve que les modèles que nous avons choisis, le paradigme du développement de l'Afrique ne marche pas. Après, j'ai commencé à dire, par contre, il y a un seul pays africain qui tape à la porte de l'émergence, c'est le Maroc.
c'est le Maroc dans tous les secteurs, dans l'innovation, dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la santé, dans le leadership global de Sa Majesté. Et par exemple, les industries extractives, la question de l'exemple de l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, c'est absolument fabuleux comme exemple. Et en plus, au lieu que le Maroc soit dans une dynamique de compétition avec les autres, c'est-à-dire cacher ses réussites pour que les autres ne réussissent pas, le Maroc prend ses réussites et va les offrir aux autres pays d'Afrique dans un élan de solidarité absolument extraordinaire. L'Afrique, à un moment, à l'indépendance, on a eu des défis avec les pays d'Afrique du Nord. Certains ne s'identifiaient pas bien au continent, ne comprenaient pas leur rôle dans le continent. Le Maroc a appelé le groupe de Casablanca en 1961. Sa Majesté le roi Mohamed V a réuni les plus grands leaders africains progressistes pour parler de l'unité africaine, pour parler de comment sauver la vie de Patrice Lumumba au Congo, qui était menacé. Après le sommet d'ailleurs, le 11 janvier 1961, 9 jours après, Lumumba a été assassiné. Parce qu'ils ont tout fait, ils n'ont pas réussi. Mais c'est pour dire que le rôle du Maroc est extrêmement essentiel. Il faut rendre hommage au Maroc pour que les autres pays d'Afrique veuillent aussi un jour qu'on leur rende hommage et qu'ils se comportent comme le Maroc ou qu'ils fassent autant que le Maroc. S'ils peuvent faire mieux, c'est tant pis, ou c'est mieux, c'est tant mieux. Mais en tout cas, c'est des questions importantes. Maintenant, le Maroc a lancé un nouveau projet, l'Afrique Atlantique, pardon. Moi, j'ai travaillé sur un tel projet en 2004-2005 avec les ministres des Affaires étrangères du Maroc. On avait pensé, par rapport à l'injustice qui était faite au Maroc, à l'Union africaine, qu'il fallait créer une nouvelle organisation de l'Afrique du Nord-Ouest. C'est comme ça qu'on l'avait pensé, Nord-Ouest, où effectivement le Maroc prenait toute sa place, parce que le Maroc fait partie de l'Atlantique Ouest et aussi était un pays du Nord. On a travaillé sur le concept, c'était bien conçu et tout. Malheureusement, il n'y a pas eu tellement de suivi et ça n'a pas prospéré. Mais aujourd'hui, parce que peut-être c'était nous qui pensions comme ça, mais quand Sa Majesté pense une idée, l'a fait développer par ces groupes de réflexion, de travail, etc. L'idée arrive généralement très bien conçue et est prête effectivement à recueillir aussi les avis des autres. Parce que c'est un projet qui va inclure beaucoup de pays d'Afrique. Et je trouve, certains ont pensé que ça pouvait être un projet qui allait diviser l'Afrique en deux groupes. Il ne faut pas chercher le mal partout. Quelqu'un disait qu'il faut éviter les personnes toxiques, parce que les personnes toxiques, c'est les personnes qui voient des problèmes à toutes les solutions. Donc, quand on amène une solution, au lieu d'applaudir ou de penser à proposer aussi une solution venant de leur côté, ils se mettent à chercher des poux dans, entre guillemets, la tête de cette solution, parce qu'il faut qu'ils tuent la solution. L'Afrique atlantique peut marcher, parce qu'elle marche déjà. Senghor, notre ancien président, notre premier président, qui aimait tellement le Maroc, qui a passé tellement de temps au Maroc. Senghor disait que l'Afrique de l'Ouest, en vérité, va de Tanger jusqu'à Luanda. Alors les gens lui ont dit, pourquoi Luanda? Pourquoi vous ne continuez pas jusque vers l'Afrique du Sud? Il dit, ces pays-là sont sous domination de l'apartheid et de la violence étatique d'un système unique injuste. Mais quand toute l'Afrique sera libérée, on aura effectivement la grande Afrique de l'Ouest. Donc ça peut être un espace culturel, ça peut être un espace économique, ça peut être un espace politique. Et vous savez que les océans, c'est là où se joue le destin du monde. C'est là où les bateaux vont et viennent. Les mers sont importantes, c'est des mers nourricières, hein, pour ainsi dire. L'Atlantique, c'est fondamental. Les gens aujourd'hui sont en train de se battre autour du Pacifique. Et je disais à l'époque du temps de notre ami Obama, il dit, vous faites une grande erreur quand vous déplacez le centre de gravité du monde vers le Pacifique parce que vous voulez combattre les Chinois. J'ai dit, chemin faisant, en allant vers le Pacifique, vous allez rencontrer les Chinois qui viennent en Afrique. Et donc vous allez les croiser. Vous allez là-bas pour vous occuper des Chinois et les Chinois viennent en Afrique. L'Afrique est incontournable, l'Atlantique est incontournable. Donc bravo au Maroc encore une fois. Monsieur Tavares, le Cap-Vert se situe justement au carrefour de l'Atlantique. Comment la nouvelle architecture atlantique peut améliorer la connectivité? Et là, je vais m'intéresser justement aux États insulaires, entre les îles et les États côtiers, afin de renforcer d'abord l'intégration, mais aussi la compétitivité africaine. Vous savez, pour nous, c'est une
excellente initiative, celle prise par Sa Majesté Mohamed VI en 2023, en novembre 2023. Cette année, le Cap-Vert a reçu ou a accueilli le sommet des ministres des Affaires étrangères au mois de mai dernier, où tous ont réaffirmé leur volonté de participer activement dans la mise en place de ce projet. Pour notre pays, c'est très très important. On avait accueilli cette conférence à la demande du Maroc, du ministre Nasser Bourita, et ça s'est très très bien passé. Le Cap-Vert prend place vraiment à corps et âme dans ce projet, et je pense que à part des projets structurants tels que l'oléoduc Nigeria-Maroc, il y a d'autres projets dans tout ce qui est économie bleue, énergie renouvelable, hydrogène vert. Je crois que c'est un projet porteur pour l'Afrique, pour les 23 pays riverains de l'Afrique. Moi aussi, j'inclus l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Atlantique va du nord au sud jusqu'en Afrique du Sud. Et j'espère qu'un jour, l'Afrique du Sud en fera partie aussi, comme tous les autres. C'est un projet de paix, de prospérité, de co-prospérité, dont le but est d'améliorer les conditions de vie des citoyens, des peuples. C'est ça la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je crois que c'est très bien que le Maroc soit le leadership, comme a dit très bien mon ami et collègue et frère. C'est un pays émergent fort, avec une diplomatie très active, avec un développement économique remarquable. À chaque fois que je viens au Maroc, je constate que le pays se développe très bien, malgré ses difficultés, mais nous en avons tous des difficultés. Mais le Maroc progresse d'une manière très, très constante. Et ça, c'est grâce à sa vision, à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et le fait que le Maroc soit un pays stable est un havre d'espérance pour l'Afrique tout entière. Et le Cap-Vert, comme je vous ai dit tantôt, est tout à fait... c'est un pays qui va apporter notre connaissance des océans, parce que c'est un pays insulaire. Vous savez, le peuple capverdien migre depuis la fin du XVIIe siècle. Ils se sont embarqués dans les bateaux baleiniers américains pour s'établir sur la côte est des États-Unis, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de Capverdiens ou de ressortissants capverdiens aux États-Unis qu'aux îles du Cap-Vert. Donc nous avons une très bonne connaissance des océans. Et comme mon collègue a dit très bien, les mers sont nourricières. Et là, le Cap-Vert peut apporter beaucoup parce qu'on est sur la route. On est vraiment sur une position géostratégique importante. On est sur la route, des grandes routes maritimes entre le nord et le sud. Et avec le port de Darla, je vois beaucoup de complémentarité avec le port du Cap-Vert. Et je pense que le Cap-Vert peut apporter beaucoup à ce magnifique projet de Sa Majesté le roi Mohamed. Comment voyez-vous justement ce corridor atlantique à l'avenir, notamment avec le déplacement aussi de l'intérêt de beaucoup de pays sur cet océan Atlantique? Tout à l'heure, M. Gadio évoquait la Chine. Absolument. La Chine a aussi des vues un peu sur cette côte atlantique africaine. Mais vous savez, tous les pays ont des vues sur l'Atlantique et sur l'Afrique. Tout à fait. Je disais à vos collègues que l'Afrique est devenue la fiancée du monde. Donc, il faut que nous travaillions, nous, Africains. Nous avons, les femmes et les hommes politiques africains, beaucoup de responsabilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes qui se passent, mais l'Afrique aussi présente des opportunités au monde entier. C'est la raison pour laquelle les grands pays du monde ont des vues sur l'Afrique. La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, tous les pays. Regardez le nombre de sommets, Afrique, Union européenne, Afrique, Japon, Afrique, États-Unis, Afrique, Italie. Enfin, il y a beaucoup de réunions. Russie, Afrique, oui. Chine, Afrique. Mais pourquoi? Parce que c'est un continent avec un potentiel de développement incroyable. Et la jeunesse africaine peut apporter beaucoup au monde entier. Exact. Alors, mais qu'est-ce qui permettra de libérer le plein potentiel, tout le potentiel de cette Afrique atlantique, M. Gadio? Mais d'abord, éviter, à mon avis, une erreur au départ, c'est que l'Afrique atlantique ne se fait pas contre le reste de l'Afrique. Clairement. À la limite, nous nous donnons comme mission dans l'Afrique atlantique de prouver que les Africains peuvent s'unir autour d'idéaux, autour d'objectifs et de réussir. C'est ça. Et donc, sous ce rapport, ça va rassurer les autres pays. On avait un colloque à Dakar sur l'Afrique atlantique où je disais que
historiquement parlant, nous avons toujours vécu avec le Mali, par exemple. Nous avons même constitué un seul pays pendant quelques mois, malheureusement, et ça s'est cassé, la fédération. Donc, le Mali n'est pas un pays côtier, mais dans la dynamique de l'Afrique atlantique, il faudra prévoir une clause pour des pays qui souhaitent être des membres d'honneur ou des membres à un statut spécial, etc. Donc, pour pouvoir aussi aider les pays enclavés à ne pas être frustrés par leur enclavement et à sentir que l'Afrique atlantique les invite. Parce que c'est des pays aussi qui travaillent avec l'Atlantique. C'est l'initiative aussi de cette Afrique atlantique par le Maroc, c'est-à-dire l'ouverture des pays sahéliens et autres exactement. À la mer ou à l'océan Atlantique pour faire du commerce et du développement. Et de facto, ça fait de ces pays aussi potentiellement des membres de l'Atlantique. Et conceptuellement, ça peut se concevoir. En tout état de cause, pour moi, ce que ça ramène comme débat fondamental, c'est encore une fois le panafricanisme. Nos anciens se sont battus, ils n'ont pas réussi pour deux raisons. Ceux qui, de l'extérieur, ont raillé l'idée que les Africains puissent s'unir. Pour eux, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas vous unir. D'ailleurs, quand on parle, par exemple, de donner un siège de membre permanent à l'Afrique au Conseil de sécurité, mais moi, je vois des Européens, des Asiatiques, des Américains, mais qui s'agitent nerveusement pour dire oui, mais vous ne pourrez jamais après vous entendre pour donner le poste à un de vos pays membres. Je dis, mais qui vous a posé cette question? Pourquoi vous répondez à une question qui ne vous a pas été posée? Ce que les Africains feront de leur poste au Conseil de sécurité, ça regarde strictement les Africains. Et arrêtez de nous donner des solutions. Parce que quand après, oui, mais plus simple, c'est que vous le donniez à l'Union africaine. Je dis, pourquoi vous n'avez pas un siège permanent pour l'Union européenne? Pourquoi vous n'avez pas un siège permanent pour l'ASEAN ou pour les pays du Mercosur et tout ça? Pourquoi l'Afrique doit être traitée comme un enfant avec qui il faut beaucoup de compréhension? Ils ne sont pas très mûrs, ils ne sont pas très adultes, etc. Il faut les aider. Il faut arrêter ça. Nous savons nous défendre, nous savons nous organiser. Mais moi, j'aurais dit aux Africains, tirez la leçon de cela, la perception des autres, créer un nouveau narratif intra-africain, pro-africain, fait par des Africains, pour des Africains. Et pour cela, il faut qu'on accepte de s'unir. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que le panafricanisme peut survivre au souverainisme? Mais justement, excellente question. D'abord, je ne comprends pas la réticence de nos États à aller à l'unité. Ils savent que 54 pays africains unis, 40% des ressources naturelles du monde, 1,3 milliard d'habitants, près de 800 à 900 millions de jeunes. Quand le reste du monde vieillit, l'Afrique rajeunit. Ce potentiel immense ferait de l'Afrique un world global player rapidement. On va rejoindre l'Inde, la Chine. C'est là où les grandes puissances du monde vont parler, on va prendre la parole. Si mon ami Tavares était nommé ministre des Affaires étrangères de l'Afrique, je vous jure que je vais applaudir et je vais me mettre derrière lui. Pourquoi? Parce que il va porter le poids de 1,3 milliard d'Africains. Quand il va aller en Chine, le ministre chinois des Affaires étrangères ou le ministre américain aux États-Unis va courir à la porte pour lui ouvrir la porte, pour qu'il entre et le traiter majestueusement parce que c'est ce qu'il mérite. Mais quand vous amenez une réunion, le ministre chinois est assis, 54 ministres des Affaires étrangères d'Afrique autour de lui. Mais c'est difficile qu'il nous donne le respect qu'on mérite. Et quand le Sénégal s'assoit tout seul devant les États-Unis pour dire nous voulons être traités d'égal à égal, ça fait sourire. Donc, il faut avancer. On n'a pas d'autre solution que l'unité, l'intégration africaine et surtout l'union politique. Il ne faut pas refuser cela. Maintenant, le souverainisme. Moi, je reconnais le souverainisme africain. Je ne suis pas d'accord avec le souverainisme parcellisé, découpé en petits États. C'est-à-dire le souverainisme du Sénégal, le souverainisme de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de la Guinée. Bien entendu, ce que je dis, c'est qu'on prend toutes nos souverainetés, on les mutualise dans une grande souveraineté africaine qu'on défend ensemble. Donc cette souveraineté-là, moi, elle vaut le combat pour moi. Je suis prêt à donner ma vie à ça. Mais me battre uniquement pour le Sénégal. La Guinée-Bissau n'est pas indépendante, elle n'est pas souveraine. La Gambie n'est pas indépendante, elle n'est pas souveraine. En quoi je peux être souverain et indépendant? Je ne peux être souverain et indépendant que si tous les autres pays d'Afrique le sont et si nous mettons ensemble nos souverainetés et on devient un pays, une puissance respectée à travers le monde. Pas un pays, parce qu'on aura toujours des pays, on aura culturellement... Il ne faut jamais que le Maroc sacrifie sa culture et ses spécificités parce que les Africains sont unis. Au contraire, les Californiens ont une richesse extraordinaire que les New-Yorkais n'ont pas et les New-Yorkais ont ce que les Californiens, les gens du Texas n'ont pas. La fédération
aller ensemble, ça n'empêche pas de garder ses spécificités et ce qui fait la beauté de votre pays, de votre culture, de votre histoire. Ça, c'est important. Et donc, c'est tout ça réuni après qui fera de l'Afrique un continent de diversité, de beauté, de richesse. Quand vous allez au Cap-Vert, rien qu'en entendant la musique capverdienne, hein, et quand vous voyez le peuple capverdien, mais vous avez la tête dans le ciel, vous êtes très heureux. Et parce qu'en plus, c'est des Africains comme vous. Exact. Luis Bah, Felipe, vous savez, c'est très difficile de parler, de dire mieux oui, en que effet. ce qui a été dit. Et je fais mien les mots de mon cher collègue. Vous savez, l'Afrique est devant son histoire. Elle doit s'unir, effectivement, pour peser dans la communauté internationale, pour avoir une voix au chapitre. Il faut qu'elle s'unisse. C'est très important. Je crois que c'est tout le travail que nous avons à accomplir pour les prochaines années. Sénégalais, Marocains, Capverdiens, Bissau-Guinéens, tous les pays d'Afrique, pour vraiment peser. Vous savez, quand l'Afrique s'unit, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et les questions de souveraineté, regardez aujourd'hui l'Union européenne, si je vous pose la question, est-ce que l'Allemagne ou la France ou d'autres pays sont souverains? Regardez, avant de faire approuver leur budget, ça passe par Bruxelles. C'est pourtant la monnaie, le budget, c'est quelque chose de, c'est un lien de souveraineté ou une marque de souveraineté très forte. Mais aujourd'hui, le monde a beaucoup changé, change toujours. Et à nous, les Africains, nous sommes devant un grand défi, nous, Africains. C'est travailler ensemble, s'unir pour peser. Et je crois que peu importe le pays qui représentera l'Afrique au Conseil de sécurité, l'important c'est de s'unir pour peser. Et surtout, nous avons l'obligation de travailler pour le développement de nos pays. Ce que fait le Maroc, très bien d'ailleurs. Je crois que cette initiative Maroc Atlantique et toutes les autres qui ont été prises par le Maroc et par d'autres pays vont dans le bon sens. Il y a des défis, oui, il y aura toujours des défis à relever, mais c'est ça qui nous motive à continuer de faire de la politique. Merci beaucoup, Luis Felipe Lopez Tavares. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. Toujours enrichissant d'échanger avec vous. Merci. Merci à vous de nous avoir invités tous les deux. Et c'est pareil pour Son Excellence Monsieur Cheikh Tidiane Gadio, président de l'Institut panafricain des stratégies au Sénégal. Merci beaucoup d'avoir apporté avec passion, en tout cas, ces éclairages. C'est un panafricaniste convaincu et je suis très fier d'être à côté de lui. C'est un grand monsieur. Mais moi, ma fierté est d'autant plus grande d'échanger avec des messieurs avec l'expérience que vous avez en diplomatie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, voilà. Ma fierté aussi d'avoir mon frère du Cap-Vert. Merci. Quand on est dans des réunions, je l'écoute. Ah. Nous nous écoutons mutuellement. Exact. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de ces Merci. Meddays, de ces rencontres des Meddays. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode spécial Meddays de questions d'actu. Je vous remercie de nous avoir suivis. Très bonne soirée.